Bienvenue sur GNN. Nous suivons en direct ce que le gouvernement qualifie de cyberattaque sans précédent contre nos réseaux de communication. Les places financières sont entièrement paralysées ce matin. Les systèmes de réservation de compagnies aériennes et tous les systèmes de transport sont eux aussi totalement paralysés. Dernière nouvelle alarmante, dans les principales villes de la moitié est des États-Unis, d'importantes coupures d'électricité se multiplient. À la Maison-Blanche, l'inquiétude monte. Sans électricité et sans réseau téléphonique, la panique serait générale. Ce faux journal télévisé n'est pas de la science-fiction. Une attaque menée sur Internet par un État ou un groupe ennemi peut aujourd'hui provoquer ce chaos. Effondrement de l'économie, coupure géante d'électricité, paralysie totale des réseaux téléphoniques. Aucun pays n'est à l'abri. Et la plus grande puissance du monde, ultra connectée, est en première ligne. Pour éviter un tel scénario, le président américain Barack Obama investit aujourd'hui des centaines de milliards de dollars. Our digital networks are critical to our national security, our military superiority and public safety. But that dependence also makes us vulnerable to cyber attack from those who would do us harm. The lesson is clear. This cyber threat is one of the most serious economic and national security challenges we face as a nation. Le gouvernement américain sait que cette cyberguerre a déjà commencé. Une cyberguerre à laquelle aujourd'hui tous les États participent. En Amérique, en Europe et en Asie. Un conflit dont le champ de bataille est notre monde moderne. Si un pays veut détruire notre réseau électrique, nos trains, nos banques, notre aviation, il peut le faire. C'est difficile de cacher 1000 tanks. C'est très facile de cacher un programme de cyberguerre. Un officiel chinois m'a dit « Nous ne ferons jamais bugger Wall Street, mais juste parce que Wall Street nous appartient. » En théorie, peut-on couper le courant à Pékin? Je dis oui. En pratique, je ne sais pas, parce que je ne connais pas leur vulnérabilité. Mais est-ce que ce serait une bonne idée? Je crois qu'on devrait réfléchir à 2 fois avant de répondre oui. La première bataille de cette guerre d'un nouveau genre a été menée par la Russie. Rien d'étonnant. Dès la fin de la guerre froide, le pays se lance dans la lutte informatique pour contrer le programme balistique américain. Le KGB forme alors d'excellents informaticiens. Les fantassins d'aujourd'hui n'ont pas connu cette époque. Ils ne sont ni militaires ni agents secrets. Ils ont 25 ans, comme Konstantin Goloskokov, l'architecte, le chef d'état-major de cette première cyberguerre de l'histoire. Konstantin est à la tête d'un groupe de jeunesse ultranationaliste lié au Kremlin, les Nashis. Avec ses camarades, ils ont attaqué l'Estonie. Du point de vue de son efficacité, je considère globalement que oui, l'opération sur l'Estonie a été réussie. Et le fait qu'aujourd'hui, près de 4 ans après notre attaque, on continue à en parler, montre bien que nous avons effectivement atteint notre objectif. La cible, c'était donc l'Estonie, un petit pays de l'ex-Union soviétique devenu membre de l'OTAN. En mai 2007, les autorités estoniennes déboulonnent une statue d'un soldat de l'armée rouge. Pour Moscou, c'est la provocation de trop. Une attaque de grande ampleur est alors lancée, mais une attaque invisible, sans chars ni avions, mais qui frappe au cœur de l'ennemi, ses réseaux informatiques. Au sortir du communisme, l'Estonie a tout misé sur les nouvelles technologies. C'est un des pays les plus connectés à Internet au monde. D'un simple clic,
ses habitants payent autant leurs factures que leurs parcs-mètres, effectuent leurs déclarations de revenus et leurs transactions bancaires, élisent leurs députés, créent une entreprise ou accèdent à tout document administratif. Alors le 1er août, Constantin commence par faire bugger les sites gouvernementaux. Je vais vous faire la démonstration. Là, je suis sur le portail d'une administration estonienne. Il doit y avoir des liens vers le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur d'Estonie. On avait travaillé sur ces adresses à l'époque. Le service technique de leur site était vraiment lamentable et rien n'a changé. Donc, en fait, il suffit de se connecter en masse sur les sites pour les saturer. Bien sûr, on a aussi utilisé des programmes complémentaires. Je veux dire des scripts écrits ici, par nos gars, pour augmenter l'afflux des connexions. Constantin et sa poignée de camarades hackers ont ainsi pris le contrôle d'un réseau de plusieurs milliers d'ordinateurs piratés dans le monde entier, sans même que leurs utilisateurs en aient conscience. Un système appelé botnet, couramment utilisé pour diffuser des spams, mais aussi très prisé par les cybercriminels. Constantin et son équipe demandent alors à ce réseau zombie de se connecter en même temps au site estonien, les faisant ainsi disjoncter. En plus des sites officiels, les sites bancaires, journalistiques ou commerciaux sont mis hors service. Pendant plusieurs jours, le pays est paralysé, la population n'a plus l'accès à ses emails. Début de panique lorsque les comptes bancaires deviennent inaccessibles. Le but de ces attaques était d'isoler le pays, de créer de l'insécurité. Et ça a marché. Les gens se demandaient ce qui se passait. Ils se sont sentis vulnérables. Ils ne pouvaient plus retirer leur argent et ce genre de choses. Mon gouvernement s'est trouvé confronté à quelque chose de totalement imprévisible. Venemaa on kuulutanud Eestile kübersõja. Välisminister Urmas Paeti teatel rünnatakse Eesti riigiasutuste ja meediakanalite internetilehekülgi otse Venemaa presidendi Vladimir Putini kantseleist. Meie seisukohalt on tänaseks Euroopa Liit sattunud rünnaku alla. Mul on ka väljavõtted nendest IP-aadressidest, kust on rünnatud Vabariigi presidendi kantselei kodulehekülge, nii et huvilistel on võimalik need koopiad siit saada ja lugeda, kust need ründed on pärit. Problème. Cette liste ne prouve rien. Car les autorités russes, justement, ont fait appel à des hackers pour brouiller les pistes, et non à leur propre service. Le russe Andrei Soldatov est l'un des meilleurs connaisseurs des services secrets de son pays. Il a suivi de près cette attaque de 2007. Si vous voulez organiser une cyberattaque, vous n'avez pas besoin d'équipements spéciaux ou d'un savoir-faire particulier. Il est bien plus efficace d'utiliser des jeunes gens sans lien avec l'État. Il suffit de leur donner de l'argent et de leur dire « attaquez ces sites, c'est tout ». Vous n'avez pas besoin de leur fournir du matériel mis au point par des services secrets. Même d'un point de vue purement technique, les autorités russes n'auraient pas pu être impliquées. En aucune façon, par principe. De toute façon, il s'agissait de manifester notre réaction de citoyens par une action contre l'Estonie, contre l'appareil étatique estonien. Lorsque les Estoniens demandent de l'aide à leurs alliés de l'OTAN, la Russie rétorque que les ordinateurs qui attaquent l'Estonie se trouvent dans pas moins d'une centaine de pays, et même à Washington. C'est très exactement le système des botnets mis en place par Constantin. L'ennemi reste anonyme. Impossible de mettre en cause clairement la Russie. Et le système permet même d'autres manipulations. Pour preuve, écoutez la réponse qu'a reçue ce diplomate français lorsqu'il a interpellé son collègue russe.
La conversation a débouché sur le fait que qu'est-ce qui garantit que quelqu'un n'a pas commandité un groupe basé en Russie mais privé pour que lorsque l'on identifierait l'auteur de l'attaque, le gouvernement russe soit accusé. La possibilité d'une attaque dont on ne peut pas connaître avec certitude le sponsor ou l'acteur qui l'a commise rend extrêmement difficile de prendre des mesures de riposte active. Les événements d'Estonie ont surpris tout le monde. Ils ont fait prendre conscience à l'OTAN qu'ils avaient intérêt à prendre tout ça très sérieusement. C'est pour cela que dans la déclaration de Lisbonne en novembre 2010, l'OTAN a classé les cyberattaques dans la même catégorie que le nucléaire. La rapidité avec laquelle une cyberattaque peut déstabiliser un État entier effraie les Occidentaux. Ce n'est donc pas un hasard si en 2009, l'OTAN à la terre, l'air, l'eau, l'espace, le cyberespace devient officiellement un domaine militaire. Étrange retour de l'histoire, car c'est l'armée américaine qui en 1969 a inventé Internet pour relier les ordinateurs de plusieurs bases et communiquer en cas d'attaque nucléaire soviétique. Ensuite, le réseau a été utilisé par des universités, avant de connaître une croissance exponentielle dans les années 90, jusqu'à conquérir le monde. Si les hackers ont rapidement trouvé un formidable terrain de jeu dans ce réseau tentaculaire, ils sont en train d'être remplacés par des professionnels, par des soldats. Car un événement va radicalement changer la face de la cyberguerre. Tout commence ici, dans cette banlieue de Washington, le 13 juillet 2010. Direction Symantec, une des principales sociétés de cybersécurité. Dans l'univers de l'Internet mondial, seules ces compagnies sont capables d'avoir une vue d'ensemble en temps réel. Les ordinateurs de leurs millions de clients dans le monde sont autant de sondes pour savoir ce qui se passe sur les réseaux. Des moyens de surveillance supérieurs à ceux de n'importe quel État. Cette salle de contrôle observe ainsi 9 milliards de connexions par jour et détecte un nouveau virus toutes les 2 minutes. Alors quand un nouveau virus apparaît sur les écrans un jour d'été 2010, dans un premier temps, personne ne panique. Au début, ça ressemblait à un petit virus, très bien construit, visant les systèmes d'exploitation Windows. Des milliers d'ordinateurs ont été touchés à travers le monde, mais c'était une infection relativement limitée, très ciblée. Comme à chaque fois qu'un nouveau virus apparaît sur la toile, les informaticiens lui donnent un nom. Ce sera Stuxnet. Les premières analyses démontrent que ce virus n'a pénétré que quelques dizaines de milliers d'ordinateurs sur tous les continents. Mais une chose intrigue les ingénieurs. Ce virus est tellement difficile à détecter qu'il est sans doute présent sur le réseau depuis plus d'1 an. On essaie de savoir, dans un premier temps, par où et comment ce programme se répand. Et on constate assez rapidement un certain nombre de faits très étranges, et en tout cas très nouveaux. La première chose, c'est qu'on constate assez rapidement qu'il utilise plusieurs failles dans un logiciel, et ça dénote déjà le fait qu'il y en ait. On se rend compte assez rapidement qu'il y en a un certain nombre. En fait, il y en a 4. La plupart du temps, quand il y en a, on en voit une. 4, c'est du jamais vu. Du jamais, jamais, jamais vu. Au même moment, à Moscou, l'autre grande société de cybersécurité, le russe Kaspersky, se lance à son tour dans la course de vitesse pour comprendre ce virus. Un virus qui est passé au travers des mailles de tous les antivirus. Alex Kostov a débuté sa carrière de hacker à l'âge de 15 ans, avant de se faire recruter par Kaspersky. Aujourd'hui, c'est lui qui est chargé de décoder les centaines de milliers de lignes de code de Stuxnet.
Voilà un des fichiers de Stuxnet. Bien sûr, ça ressemble à du chinois. Mais si vous le mettez dans un autre format, ça devient quasiment un langage. Franchement, c'est un des virus les plus sophistiqués qu'on ait vu au cours de ces 20 dernières années. Le programme qui se répand, infecte les machines, injecte des codes. C'est un très très bon travail de hacker. Je pense qu'il a fallu 5 ou 6 personnes, dont 2 très très bons hackers et de très bons ingénieurs. Peut-être des ingénieurs civils, peut-être des ingénieurs militaires. Difficile de savoir. Début août, les ingénieurs ont la surprise de découvrir que Stuxnet est conçu pour prendre le contrôle d'un logiciel fabriqué par Siemens. Un logiciel connu qui gère des équipements industriels comme des chaînes de montage ou des canalisations. Les ingénieurs s'étonnent, les virus sont en général créés dans un but mercantile. La question principale, quand on analyse un virus, c'est où est l'argent? Pour quelle raison a-t-il été créé? Mais dans le cas de Stuxnet, on n'avait absolument aucune idée d'où pouvait venir l'argent. Reste à trouver l'origine de l'attaque. Courant août a lieu une découverte déterminante. Le virus communique avec l'extérieur pour se mettre à jour et se dupliquer. Ces communications aboutissent à 2 serveurs informatiques situés au Danemark et en Malaisie. 2 serveurs officiellement consacrés au football. Et donc ensuite, on a pris le contrôle de ces serveurs et donc toutes les connexions des différents machines infectées par Stuxnet revenaient vers un serveur que nous contrôlions. In fine, on récupère le trafic qui prévient de ces machines-là et c'est là qu'on s'aperçoit que les infections reviennent d'adresses Internet qui sont en Iran. Les ingénieurs découvrent que 60% des 100 000 ordinateurs infectés sont en Iran. Mais l'enquête informatique n'a que très peu d'indices. Elle sait que le virus cible l'Iran, qu'il s'attaque à des logiciels industriels et qu'il aboutit sur des serveurs anonymes. Le mystère Stuxnet aurait alors pu durer très longtemps, sans une déclaration du 26 septembre 2010 des autorités nucléaires iraniennes. Sur leur site web, elles révèlent que leurs installations ont été victimes d'une vaste attaque informatique. Soumis à des inspections internationales, les Iraniens n'ont d'autre choix que de reconnaître que leur production d'uranium, officiellement civile, mais peut-être militaire, s'est effondrée. C'est le centre nucléaire de Natanz qui a été visé, et ces précieuses centrifugeuses acquises de haute lutte par les Iraniens au cours des dernières années. Stuxnet livre peu à peu ses secrets. Les centrifugeuses, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de massif, hein, ce sont des tubes assez fins, à l'intérieur desquels tournent des rotors extrêmement rapidement, et la vitesse de rotation des centrifugeuses doit être contrôlée par des processeurs informatiques qui ont notamment pour fonction de s'assurer que cette vitesse reste stable. Ce que fait Stuxnet, c'est que Stuxnet s'attaque aux processeurs informatiques qui contrôlent la vitesse de rotation des centrifugeuses et les a fait littéralement exploser. Or, comme ces machines sont fragiles, une fois qu'il y en a une qui a explosé, eh bien, elle va faire exploser les autres. C'est pour ça qu'il y a probablement un millier, en tout cas plusieurs centaines de centrifugeuses qui, dans un temps très bref, ont été totalement mises hors d'état de fonctionner par le virus. Dans la centrale, le virus est en effet parvenu à rester dormant pendant des mois, capable de muter et de ressurgir, sabotant progressivement la vitesse des centrifugeuses. Le tout en envoyant aux opérateurs derrière leurs écrans des informations indiquant que tout allait bien. Mais le plus surprenant est qu'un virus informatique soit parvenu à pénétrer des ordinateurs ultra protégés
et évidemment déconnectés du réseau Internet global. Ils avaient besoin d'utiliser un virus comme moyen d'infiltration. Pour cela, ils ont cherché à infecter le maximum d'ordinateurs à l'extérieur de la centrale pour augmenter les chances que quelqu'un pénètre avec une clé USB infectée à l'intérieur. Le virus était donc fait pour se reproduire. À un moment, il y a eu des dizaines de milliers d'ordinateurs qui ont été infectés par Stuxnet. Un tas d'entreprises qui n'avaient rien à voir avec le programme nucléaire iranien ont été contaminés et ont dû dépenser énormément d'argent pour se débarrasser de Stuxnet. Si les hackers avaient pu franchir la barrière entre l'Internet ouvert et les réseaux fermés intranet de la centrale, ils n'auraient pas été obligés de passer par une clé USB. Et donc il aura fallu plusieurs mois pour effectivement que quelqu'un en Iran, à un moment, utilise une clé USB de manière consciente ou non, ça on ne le saura jamais, et à un moment la placer dans le circuit informatique sur lequel étaient branchées ces infrastructures nucléaires. Il n'y a pas forcément une intention de nuire de celui qui a fait ou de celle qui a commis qui a parcouru le dernier mètre, c'est-à-dire qui a fait en sorte de cette connexion. C'est-à-dire que, par exemple, l'informatique du ministère de la Défense français a été affectée lors du Verconficker et des éléments que j'ai pu récupérer, on admet qu'il n'y a pas eu une intention de nuire de celui qui a mis cette clé USB dans le système informatique du ministère de la Défense. Il n'avait pas le droit de le faire, il était informé qu'il n'avait pas le droit de le faire, simplement à un moment par facilité pour transférer un document, parce que voilà, ces supports numériques mobiles sont devenus d'une telle banalité, effectivement, il l'a fait. Selon certaines estimations, le virus Stuxnet aurait fait prendre à l'Iran 2 ans de retard dans la fabrication de la bombe. Un simple virus a mis à mal un programme nucléaire qui inquiète le monde. Une banale clé USB a peut-être évité des frappes aériennes israéliennes incertaines contre l'Iran. Et ce n'est pas tout. Il y a un message psychologique très important vis-à-vis des Iraniens. Il y a l'effet physique de Stuxnet. 1000 centrifugeuses hors d'état de fonctionner en quelques heures ou quelques jours. Mais il y a aussi un message politique très important, qui est « nous pouvons rentrer chez vous sans que vous vous en aperceviez, à peu près à n'importe quel moment, et vous n'allez même pas vous rendre compte que nous sommes entrés chez vous ». Pourquoi? Parce que Stuxnet fait croire à l'opérateur que son installation fonctionne normalement. Et je crois que cette dimension psychologique, politique de Stuxnet est peut-être aussi importante, et peut-être même plus importante que les dégâts physiques qui ont été faits sur le programme iranien. L'impact psychologique, c'est de propager l'idée que votre entreprise a été violée, le sentiment que vous ne savez plus vraiment ce qu'il y a dans vos ordinateurs, vous n'êtes plus sûr que vos machines fonctionnent comme elles le devraient. C'est très efficace. Est-ce qu'aujourd'hui les Iraniens sont certains d'avoir entièrement nettoyé leurs ordinateurs? Est-ce qu'ils sont sûrs à 100% ou est-ce qu'ils doutent? Pensez à ce qu'ils ont dû... Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Martin Libicki nous en a-t-il trop dit? Il est chargé de planifier la stratégie de la cyberguerre pour le Pentagone. Il est donc très bien informé. Stuxnet n'a peut-être pas dit son dernier mot. Les créateurs de ce virus sont toujours dissimulés derrière 2 serveurs de football. Et personne à ce jour n'a revendiqué cette cyberattaque. Seuls 3 ou 4 pays dans le monde auraient pu mettre au point quelque chose comme Stuxnet. Les Américains en sont capables, mais il n'y a aucune preuve. Les Russes, les Chinois, les Israéliens, les Britanniques eux aussi en sont capables. Et quelques autres pays sont en train de développer ces compétences. Mais pour Stuxnet, on ne peut rien prouver. La rumeur et des fuites dans la presse désignent avec insistance Israël et les États-Unis. Mais le brouillard, plus encore que dans la guerre classique, fait partie du jeu. Pourtant, une chose est sûre. Pour la première fois, une arme nouvelle, jusqu'alors confinée dans les laboratoires militaires, a été utilisée sur le terrain. Et ça change tout. Dans le monde entier, les armées se préparent à cette nouvelle forme de conflit. Et les États-Unis sont en pointe. L'Agence de sécurité nationale, la fameuse NSA, va consacrer 30 milliards de dollars dans les 5 ans à venir à la cyberguerre.
En Angleterre, en Allemagne, en France ou en Chine, les centres de lutte informatique recrutent à tour de bras. C'est certain, d'autres Stuxnet sont en train d'être fabriqués et pourraient être utilisés dans un futur proche. Son champ de bataille, l'ensemble de nos sociétés modernes. Et cela inquiète en premier lieu les Américains, inventeurs d'Internet. 30% de leur croissance est liée aux nouvelles technologies. Stuxnet est même l'objet d'une commission d'enquête du Congrès. Car si une centrale nucléaire iranienne ultra protégée a été touchée par un virus destructeur, où cela s'arrêtera-t-il? Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability and control of our critical infrastructure systems. This actually contains the Stuxnet virus. Le président Obama également sonne l'alarme. This world, cyberspace, is a world that we depend on every single day, and the World Wide Web that has made us more interconnected than at any time in human history. It's the great irony of our information age. The very technologies that empower us to create and to build also empower those who would disrupt and destroy. From now on, our digital infrastructure, the networks and computers we depend on every day, will be treated as they should be, as a strategic national asset. Ces infrastructures connectées par Internet et donc menacées sont innombrables. Feux de signalisation, réseaux de distribution d'eau, flux financiers, transport, pipeline, train. Si tout est connecté, tout peut être attaqué. Richard Clarke a été le conseiller antiterroriste des présidents Clinton et Bush. Aujourd'hui, il est le responsable américain de la cyberdéfense, autant dire le père du programme de cyberguerre des États-Unis. Selon moi, il y a un certain nombre de choses que les grands États sont capables de faire aujourd'hui. Il y a environ 30 pays qui ont des unités militaires de cyberguerre. Que peuvent-ils faire? Ils peuvent probablement couper l'Internet dans les autres pays. Ils peuvent probablement couper beaucoup de télécommunications. Ils peuvent probablement couper l'énergie électrique. Ils pourraient probablement provoquer des déraillements de trains. Ils pourraient probablement brouiller le contrôle aérien et peut-être perturber les lignes aériennes pour empêcher tous les avions de décoller. Ils pourraient probablement pénétrer dans les systèmes bancaires et déplacer l'argent d'un compte à un autre ou hors d'un pays. Ils pourraient pénétrer la bourse et manipuler les marchés. D'ailleurs, en 2003, le président Bush a dit que les États-Unis ne feraient jamais cela au système bancaire. Jamais. Parce qu'il a eu la possibilité de virer l'argent des comptes de Saddam Hussein. Mais il a été convaincu par des banquiers au sein du gouvernement que s'il faisait ça une fois, personne ne ferait plus jamais confiance au système bancaire. Donc même si on pouvait le faire, on ne le ferait pas. On ne manipule pas les marchés financiers. Mais ce serait techniquement possible. Vous savez, la chose intéressante sur la cyberguerre que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils pensent que ce sont des 1 et des 0 qui se battent dans la 4e dimension, alors que ça peut provoquer la destruction de choses physiques. Si vous pénétrez des systèmes de contrôle ferroviaire, vous pouvez faire dérailler un train. Et ça ne se passe pas dans le cyberespace. Vous pouvez provoquer l'explosion d'un pipeline, comme le pipeline qui a explosé l'année dernière en Californie. Le système informatique s'est détraqué et a provoqué l'ouverture d'une valve. Une énorme quantité de gaz naturel s'est déversée. 38 maisons ont brûlé. 5 ou 6 personnes sont mortes, uniquement parce qu'un ordinateur a bugué. Ça prouve bien, et c'est ce que je dis depuis le début, que vous pouvez également détruire un pipeline de manière intentionnelle. À cette liste, il faudrait ajouter les crashs aériens. En 2008, un appareil s'écrase en Espagne à cause d'un banal virus qui a empêché la détection d'une défaillance technique.
Mais ce qui inquiète le plus les Américains, c'est ce qui est au cœur de toute vie moderne, l'électricité. Car le gigantesque réseau électrique, maillage de lignes, de transformateurs, de centrales, est connecté à Internet, à des fins de maintenance. Le réseau américain est surveillé 24 heures sur 24, ici, à la FERC, l'organisme officiel chargé de réguler l'énergie. Depuis plusieurs mois, son directeur, John McClelland, met en garde contre les risques d'une cyberattaque. Aux États-Unis, il y a 3 interconnexions. Toutes les installations sont reliées entre elles. Elles produisent et diffusent instantanément l'énergie. Il y a l'interconnexion de l'Est, voilà l'interconnexion du Texas, et il y a l'interconnexion de l'Ouest. Une attaque sophistiquée et coordonnée sur le réseau électrique serait simultanée. Ce ne serait pas une attaque qui toucherait un générateur après l'autre. Tous seraient touchés en même temps. Et si les générateurs étaient touchés ou détruits pour un certain temps, les sites de production devraient attendre que les équipements soient remplacés. Et pendant ce temps-là, les citoyens n'auraient plus d'électricité. Ça pourrait durer un bon moment avant que les installations soient réparées. Quelques jours, si c'est une petite attaque, mais des semaines, des mois, voire plus longtemps, s'il s'agit d'une plus grande attaque. Donc une vaste attaque coordonnée serait dévastatrice. Une coupure géante d'électricité serait en effet une catastrophe économique, politique et humaine, dont il est difficile de mesurer les conséquences. Téléphone, transport, distributeurs de billets, hôpitaux, l'Amérique serait paralysée. En 2003, une coupure accidentelle du réseau Nord-Est pendant 2 jours a coûté 10 milliards de dollars. Pourtant, les autorités ont le plus grand mal à obliger les opérateurs électriques à sécuriser leur réseau. Longtemps agent de la NSA, Stuart Baker est l'ancien numéro 2 du département de la sécurité intérieure. Je pense que la vulnérabilité des réseaux s'explique par le fait que la plupart de ces systèmes de contrôle industriel n'a jamais été testé par des cybercriminels, tout simplement parce qu'il n'y a rien à voler. Alors pourquoi on ne les déconnecte pas? C'est une bonne question. Internet est un moyen extrêmement bon marché de communiquer. Il est facile à utiliser. Les réseaux intranet sont beaucoup plus sûrs, mais marchent moins bien, coûtent cher et personne ne veut payer plus cher. Ce qui est intéressant, si vous parlez aux gens qui dirigent les réseaux ferrés, les pipelines et les réseaux électriques, c'est qu'ils vont vous dire qu'ils ne sont pas connectés à Internet. Techniquement, c'est vrai. Le système de contrôle du pipeline est connecté à l'intranet de l'entreprise. Mais cet intranet est connecté à Internet. Les gens ne savent même pas quels équipements sont connectés au cyberespace. Les gens n'imaginent pas, quand ils prennent un ascenseur dans un immeuble moderne, que cet ascenseur est connecté au cyberespace. Il est relié au fabricant, il transmet ce qu'il se passe au cas où il aurait besoin de maintenance. À l'heure de la crise, la très coûteuse sécurisation des réseaux n'est pas prioritaire et prend du retard. Une course contre la montre est lancée. Car une attaque informatique ennemie, massive et ciblée contre les réseaux électriques ou d'autres infrastructures est loin d'être une hypothèse d'école. Les réseaux américains, comme ceux de tous les États, sont régulièrement infiltrés. La plupart des infiltrations dans les réseaux électriques, et peut-être dans d'autres systèmes de contrôle industriel, sont des repérages. Et le repérage n'a qu'un seul but, permettre des actes de sabotage. Donc je pense que nous assistons aux prémices d'une sorte de cyberguerre dans laquelle beaucoup de pays et de forces militaires se demandent, si nous le voulions, pourrions-nous couper le courant électrique dans tel ou tel pays. Et agissons de façon à ce que si nous le voulions, nous le puissions. Je crois que l'on va assister
à une sorte de course aux armements dans laquelle on dirait « Je veux être capable de saboter les générateurs électriques de ce pays ». Et les autorités de ce pays-là vont dire « Les infiltrations dans nos réseaux signifient que nos adversaires veulent pouvoir saboter notre système électrique. La seule chose à faire est donc d'infiltrer leur propre système électrique pour les menacer à notre tour de la même terrible menace. » Quand on a demandé aux responsables de la sécurité quel pays les inquiétait le plus, ils ont répondu massivement « la Chine ». La Chine, l'adversaire qui préoccupe le plus l'Amérique. Forte d'innombrables unités de lutte informatique, l'armée chinoise affirme se préparer à remporter les guerres numériques d'ici 2050. La tension monte lorsqu'en avril 2009, des sources officielles anonymes révèlent que la Chine a implanté des virus dans le réseau électrique américain en guise d'avertissement. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis doivent aussi faire face au cyberespionnage. En août 2010, le gouvernement américain accuse les Chinois d'être derrière un vaste réseau d'ordinateurs piratés dans les administrations et les entreprises américaines. The United States will protect our networks. Those who disrupt the free flow of information in our society or any other pose a threat to our economy, our government, and our civil society. Countries or individuals that engage in cyber attacks should face consequences and international condemnation. Personne n'est allé voir les Chinois pour leur dire « Ce genre de comportement est inacceptable. Ce genre de comportement doit cesser. » Les États-Unis ne sont pas la seule cible. On a vu le réseau Gosnet, par exemple, qui a frappé le Dalai Lama. Mais il est entré aussi dans des réseaux d'ordinateurs de plus de 100 pays. Les Chinois ont été trouvés dans les réseaux français, allemands, britanniques, dans les réseaux de l'OTAN. La situation est compliquée. Et la complication vient de la partie chinoise. Il est facile de dire ce que les Chinois et les Américains font à très haut niveau. Tous deux pénètrent dans les systèmes informatiques de l'autre. Mais la grande différence, c'est que les États-Unis ne font pas d'espionnage économique. C'est simple à admettre. Qu'est-ce que les Chinois ont que nous voudrions voler? La tension, la défiance augmente encore lorsque des pirates informatiques volent des millions de plans du programme militaire américain le plus ambitieux jamais conçu. L'avion de chasse ultra-moderne F-35. Il y a un débat pour savoir ce qu'ils ont volé. Ont-ils pris des informations secrètes, des informations déclassifiées? Je pense qu'il est possible, et même très probable, que de nombreux systèmes d'armement comme celui du F-35 aient été pénétrés. Ce nouvel avion de chasse contient des centaines de millions de lignes de code. De nos jours, un avion de chasse ou même un nouvel Airbus, c'est un engin volant bourré d'ordinateurs et de lignes de code. Il ne peut littéralement pas voler sans ces ordinateurs. Donc imaginons qu'un jour, le F-35 parte combattre un autre pays. L'avion ennemi est là, et au lieu d'envoyer un missile, il envoie un message. Ce message va dans un ordinateur piraté du F-35 et lui dit d'arrêter son moteur ou de se cracher. Je ne pense pas que ce soit une idée folle. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce genre de choses n'est pas très difficile à faire. Pour l'heure, la cyberguerre entre l'Amérique et la Chine tient plus d'une guérilla que d'un cyberconflit généralisé. De plus, avec l'interdépendance des économies, il n'est pas sûr que la Chine ait intérêt à faire vaciller l'économie américaine. Reste à savoir quelles sont vraiment les intentions chinoises. Nous sommes allés poser la question à un journaliste chinois,
fin connaisseur des arcanes du pouvoir de Pékin. Les leaders chinois considèrent Internet comme une épée à double tranchant. Ils comprennent qu'Internet peut être une arme pour développer des technologies et pour obtenir des informations dans le cyberespace. Mais ils en ont aussi très peur, car si à l'extérieur, ils peuvent l'utiliser comme une arme, à l'intérieur de leur pays, ils considèrent Internet comme une énorme menace. Ils ont peur que les gens s'organisent et Internet est efficace de ce point de vue. On a vu l'influence de Facebook ou Twitter dans le monde arabe. Le budget du gouvernement chinois vient d'être décidé pour cette année. Les sommes qu'il dépense pour la police sont bien supérieures au budget de la défense. Tout est dit. Il y a aujourd'hui plus d'internautes en Chine qu'aux États-Unis. Alors, contrairement aux peurs américaines, au jeu de la cyberguerre, la Chine n'a-t-elle pas plus à perdre qu'à y gagner? Une chose est sûre, il règne une atmosphère de cyberguerre froide à l'échelle mondiale. Alors que faire? Face au risque d'attaques informatiques dévastatrices, la protection des réseaux paraît la réponse logique. C'est ce que font la plupart des États en investissant des centaines de millions. Mais problème, un virus comme Stuxnet, qui a déjoué toutes les défenses, n'aurait coûté que quelques centaines de milliers de dollars. Les militaires utilisent un terme technique, l'avantage offensif. Ça veut dire que l'agresseur a besoin de peu d'argent pour acquérir une arme pour attaquer. Mais en face, pour se protéger, il faut dépenser énormément d'argent. Aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas les technologies pour contrer ces attaques. Les attaques de cyberespionnage menées quotidiennement réussissent quasiment tout le temps. Et on ne peut pas les stopper. Si on ne peut pas stopper le cyberespionnage, comment pourrait-on stopper la cyberguerre? C'est presque la même chose. La différence entre cyberespionnage et cyberguerre, c'est juste quelques clics de souris. Comment alors réagir lorsque la défense est systématiquement surpassée par l'attaque? Comment dissuader des adversaires d'attaquer? Dans le brouillard de cette nouvelle forme de guerre, une nouvelle stratégie est à inventer. Et ce n'est pas un hasard si le Pentagone a chargé un ancien spécialiste de la guerre nucléaire, Martin Libicki, d'en bâtir une. Car la cyberattaque est une arme qui peut être comparée à la bombe atomique. Dans la cyberguerre, la raison pour laquelle la dissuasion est difficile, c'est qu'il faut comprendre qui fait quoi et à qui. Or, il y a tellement de moyens d'attaquer sans révéler son identité. Le risque d'être attaqué sans savoir par qui est très élevé. Et alors, la possibilité de répliquer est très compliquée. Parce que vous n'avez aucune certitude. Vous pouvez vous tromper. En d'autres termes, vous vous dites, je croyais que c'était la Caroline du Nord qui m'attaquait. En fait, c'est la Caroline du Sud. Et maintenant, j'ai deux ennemis. Le gars qui m'a vraiment attaqué et celui contre lequel j'ai répliqué à tort. Donc la question en particulier pour l'Occident est, est-ce que vous voulez mener un type de guerre que d'autres pourraient mener contre vous? En théorie, peut-on couper le courant à Pékin? Je dis oui. En pratique, je ne sais pas, parce que je ne connais pas leur vulnérabilité. Mais est-ce que ce serait une bonne idée? Je crois qu'on devrait réfléchir à 2 fois avant de répondre oui. Non plus un équilibre de la terreur, mais de l'incertitude. La cyberguerre est instable, explosive, sujette à tous les dérapages et à toutes les manipulations. Face à ces dangers, la solution est peut-être de l'interdire au niveau international. Ironie de l'histoire, c'est ce que réclament les Russes, eux qui pourtant ont lancé la première cyberguerre contre l'Estonie. Nous sommes fin 2010 à Munich. Le général Rogozin vient à l'OTAN agiter le drapeau blanc et expliquer l'effroi que Stuxnet provoque à Moscou. Aux pays membres de l'OTAN, il propose un traité mettant les cyberattaques hors la loi. L'idée est prise très au sérieux, car les États sont confrontés à une réalité nouvelle.
ils n'ont plus le monopole de la guerre. Aujourd'hui, presque n'importe qui peut lancer une cyberattaque. L'Iran ou la Corée du Nord, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont aucun investissement dans le système économique mondial. Ou un groupe terroriste. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu de groupe terroriste mener ce genre d'attaque, heureusement. Mais un jour, des terroristes pourraient se dire « Détruisons l'économie américaine par une cyberattaque ». Les terroristes ne savent peut-être pas faire ça, mais ils peuvent embaucher des hackers. Beaucoup de hackers très brillants en Europe de l'Est sont disponibles sur le marché. Si on prend les différents scénarios, le film le plus spectaculaire pour les décrire, ça reste Die Hard 4 avec Bruce Willis, avec des hackers fous prenant le contrôle du monde, avec des voitures en feu, des crashs, des immeubles en flammes. Ça serait vraiment cool si vous pouviez faire ça, mais vous ne pouvez pas. Ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec une cyberattaque? Vous pouvez détruire des infrastructures vitales. C'est ce que Stuxnet a montré. Vous pouvez effacer des données, ou vous pouvez désorganiser la société. Mais ce ne serait pas le genre de drame dont on parle parfois. Est-ce que ça veut dire que les terroristes ne vont pas s'en servir? Ce qui est intéressant, c'est qu'un nouveau groupe, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a commencé à évoquer des cyberattaques pour perturber l'économie américaine. Ils sont intelligents, ils pourraient le faire. Et quand ils en auront les moyens, je m'attends à ce qu'ils essaient de le faire. C'est pourquoi nous devons améliorer nos défenses. Paradoxalement, et c'est peut-être quelque chose de très positif, le risque de cyberattaque provenant d'acteurs non étatiques est quelque chose qui rassemble les gouvernements au lieu de les placer dans une situation dans laquelle ils ne craignent que l'action de l'autre, qui fait que les États, les gouvernements, les structures militaires ont un problème commun, au lieu d'avoir simplement un problème avec celui d'en face. Un accord diplomatique est pour l'instant incertain. La menace est réelle, car jamais dans l'histoire une arme a été abandonnée après avoir fait la preuve de son efficacité. La dernière bataille de la cyberguerre nous concerne tous. Le risque, face aux menaces, de voir Internet, ce formidable instrument de connaissance, de liberté et de communication, se militariser. Aux États-Unis, certains veulent ainsi donner au Pentagone la responsabilité de contrôler l'Internet civil, voire de le couper en cas d'attaque. Au point qu'Obama lui-même a dû intervenir. Let me also be clear about what we will not do. Our pursuit of cybersecurity will not include, I repeat, will not include monitoring private sector networks or internet traffic. We will preserve and protect the personal privacy and civil liberties that we cherish as Americans. Le temps des utopies est bel et bien fini. Qu'on le veuille ou non, Internet nous projette dans une nouvelle ère, celle des guerres invisibles.